Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au Meet and Share du mois d'octobre de Concept. On est ravis de vous accueillir. Bonjour. Juliette, est-ce qu'on voit toujours mon écran? Je ne le vois pas. Ouais. C'est bon, on voit bien, ouais. On va attendre quelques minutes que tout le monde soit connecté. Et puis on va commencer doucement. Comme d'habitude, on fera une courte présentation de Concept pour ceux qui ne connaissent pas encore Concept. Après, on aura la chance d'avoir Juliette Ekpe qui nous présentera son travail de doctorat sur le projet Licorne, qui est une recherche participative. Et puis, vous aurez le temps de poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas dès à présent à poser vos questions dans le Q&R. C'est surtout là-dessus que je vais regarder plutôt que la conversation, parce que comme je suis toute seule à animer, c'est compliqué de regarder les deux à la fois, donc plutôt dans le Q&R. Et bonjour Shiraz, on est ravis que tu sois avec nous. Et voilà, donc une présentation et après vous aurez tout le temps pour poser toutes vos questions, discuter, échanger sur la prévention primaire. Oui, alors Chloé, je peux te mettre en présentateur pour que tu puisses dire bonjour. Alors si j'y arrive. Voilà Chloé, je t'ai autorisé la caméra et je pense que je peux t'autoriser le micro aussi, c'est bon. Hello Chloé, ravie de te revoir parmi nous. Quel traitement de faveur j'ai. Bonjour tout le monde. Comme tu fais partie du projet quand même, c'est normal. Euh, voilà, on est une quinzaine, il y avait une quarantaine d'inscrits, donc j'attends encore quelques minutes et puis on va démarrer. Donc je vois qu'il y a des patients, des citoyens, des chercheurs. C'est encore une audience très variée. Merci beaucoup de prendre ce temps avec nous. Bonjour Magali. On est vraiment ravis, hein. Tous nos meet and share, c'est tous les troisièmes jeudis du mois. Le prochain, ça sera sur la littératie en santé. Et on en a encore un autre sur la recherche participative, et plus particulièrement le Photo Voice en décembre. Et puis, n'hésitez pas à nous faire vos propositions pour 2026 pour qu'on puisse avoir des intervenants que vous souhaitiez. Si vous avez des idées, des envies, écrivez-nous et on prendra ça en compte. On va commencer doucement, comme ça Juliette pourra présenter juste après. Donc, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Concept, Concept, c'est un réseau de prévention primaire des cancers qui vise à comprendre et à agir en prévention primaire des cancers. Donc, ce réseau, il a été financé par l'INCa depuis 2022 et il est composé de 7 partenaires, à la fois scientifiques et de terrain. Donc, on a le marketing social à l'UHESP à Rennes, on a tout ce qui est lié à la nutrition et l'épidémiologie avec les Rennes, on a tout ce qui est lié aux biomarqueurs, à l'économie de la santé et détection précoce des cancers avec Gustave Roussy, l'épidémiologie des cancers avec le CIRC, donc la branche française de l'IARC. On a la promotion de la santé, qui est notre acteur de terrain, promotion santé Auvergne-Rhône-Alpes. Psychologie de la santé avec Reshape. Tout ce qui est lié à l'épidémiologie, la recherche en nutrition interventionnelle et environnement avec le Centre Léon Bérard et le CERPOP pour les inégalités de santé et la recherche participative. Donc, vous voyez, c'est un réseau qui est très pluridisciplinaire et complémentaire. Les objectifs, c'est vraiment d'améliorer, de mieux répondre aux enjeux de prévention en traduisant toutes les connaissances en actions de prévention qui soient à la fois efficaces et qui soient durables. Et pour ce faire, on se base sur la transdisciplinarité, l'expertise de terrain et le savoir des parties prenantes. Et je vois que vous êtes nombreux aujourd'hui en tant que parties prenantes. On essaie de créer des synergies et de surmonter les fragmentations en prévention primaire des cancers et de comprendre comment est-ce qu'on peut intégrer les interactions entre comportement alimentaire, environnement et tout ce qui est intervention de prévention. Aujourd'hui, comme on parle de recherche participative, je voulais juste vous faire un très bref rappel de la mise en œuvre de la structuration participative au sein de Concept.
on a 3 grands axes. On a un groupe de citoyens qui s'appelle Coprica, qui est un groupe ressources pour les projets de recherche participative au sein de Concept. On a un groupe Gel Mixte, et je vois, il y en a beaucoup qui sont de Gel Mixte aujourd'hui aussi, qui permet de conceptualiser la recherche participative au sein de Concept et qui écrit différents articles. Et on a bien sûr l'implémentation dans les projets de recherche, comme le projet Licorne que Juliette va vous présenter. Et enfin, voilà, Concept, c'est du réseau, des projets de recherche, des groupes de travail spécifiques. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à nous contacter. Et je vais maintenant laisser la parole à Juliette, si tu veux partager ton écran. Donc, Juliette, tu es doctorante à l'EPS. Alors, je vais juste reprendre mes notes pour ne pas me tromper dans le nom. Donc, c'est Laboratoire d'éducation en promotion de la santé à l'Université Sorbonne Paris. Et nous sommes très heureux de t'accueillir, hein, tu es un membre du réseau Concept, pour présenter ton projet de recherche participative, Licorne. Et je te laisse la parole. Alors là, on ne voit pas encore. Voilà, là, c'est parfait. Là, c'est bon, vous voyez? Très bien. Ouais, Bah, c'est merci. parfait. Merci beaucoup, Pauline, pour cette présentation. Merci au réseau Concept de nous donner l'opportunité de présenter cette recherche Licorne. Alors aujourd'hui, c'est moi qui présente, mais c'est une recherche qui a été participative. Donc effectivement, on a été plusieurs, une équipe d'environ 12 personnes à la mener. Donc je suis porte-parole aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout que mon travail. C'était vraiment une recherche menée en collaboration. Licorne, pourquoi licorne? Licorne, ça veut dire littératie et coordination novatrice des parcours de prévention des cancers ORL. Et donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ça tiendra en quelques questions. Le pourquoi, le qui, le quoi et le comment, pour qu'on puisse finalement envisager un petit peu les différents aspects du contexte, de la méthode, des résultats obtenus et puis les perspectives. Alors, dans un premier temps, peut-être l'avant licorne, le pourquoi. Alors, la jeunesse du projet et du partenariat, en fait, elle est basée sur plusieurs constats. Tout d'abord, un constat par rapport au cancer ORL. Le cancer ORL, c'est un cancer qui est fréquent en France. C'est la 4e localisation de cancer. Il y a 15 000 nouveaux cas par an. Et en fait, on relève que ce sont des cancers qui sont souvent peu connus, qui sont souvent diagnostiqués vraiment tardivement. Et donc à un stade avancé, avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence sur le risque de mortalité, effectivement, déjà, donc l'efficacité des traitements, mais aussi toutes les conséquences esthétiques qu'il peut y avoir s'il y a eu des chirurgies très, très lourdes et fonctionnelles sur la respiration, la déglutition, la parole, etc., étant donné que les cancers ORL, donc ce sont vraiment les cancers qui touchent les voies aérodigestives supérieures, donc la bouche, la langue, la gorge, etc. Alors, ce sont des cancers qui sont souvent liés à une consommation de tabac et d'alcool, notamment quand il y a une consommation conjointe. Et en fait, les campagnes de prévention de ces consommations de tabac et d'alcool, elles semblent souvent peu efficaces chez les personnes qui sont finalement les plus éloignées du soin, donc les populations les plus précaires. On sait qu'il y a aussi d'autres étiologies, d'autres risques d'avoir des cancers ORL, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas ciblé sur ces risques-là dans notre recherche licorne, donc on n'en parlera pas trop aujourd'hui. Et puis, on sait donc que ces inégalités sociales de santé, en fait, elles sont beaucoup plus marquées pour les personnes qui sont en situation de précarité, et donc, en fait, elles sont beaucoup plus à risque de développer des cancers ORL. Il y a une deuxième chose qui nous a intéressés dans le contexte, en fait, pour le sujet licorne, c'est la question de la littératie. La littératie, c'est comment on est en capacité de comprendre l'information, d'aller la chercher, de la traiter et de prendre des décisions. En fait, et notamment la question de la littératie en santé, c'est comment on prend des décisions pour sa santé. On sait qu'en France, il y a une personne sur 2 qui a un niveau insuffisant de littératie pour être complètement autonome. Et ça a vraiment un impact, en fait, sur les comportements de santé, mais aussi sur la prise en charge des maladies, sur le recours aux soins, sur le recours à la prévention et sur le recours au système de santé. Donc, ce sont vraiment des choses qui sont très, très importantes. Et ces deux aspects nous ont fait réfléchir au fait que la prévention, elle semblait vraiment prépondérante dans les parcours pour les cancers ORL
et ça nécessitait vraiment une capacité, en fait, pour naviguer dans ces parcours de prévention, à communiquer, à échanger, à s'informer. Donc, tout ça nous a amené finalement à une problématique qui prenait en compte différents éléments. Déjà, on a pensé qu'agir en partenariat, c'était vraiment un levier qui est reconnu pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Et donc, la coordination, en fait, l'action concertée dans différents secteurs, quand on dit différents secteurs, c'est finalement le secteur du soin, le secteur social, le secteur de l'éducation, nous a paru vraiment important pour viser un continuum de prévention et donc de mettre autour de la table, finalement, tous les acteurs qui peuvent agir dans ce domaine de la prévention. Ainsi, on s'est basé sur aussi le fait d'une co-construction de l'intervention qui permettrait d'articuler les savoirs de la recherche et les savoirs expérientiels. En fait, les personnes qui aussi ont des conduites de consommation de tabac et d'alcool ne savent pas forcément toujours vers qui se tourner. Il peut y avoir un risque de jugement, d'anonymat, enfin de manque d'anonymat du coup. Et en fait, il peut y avoir des campagnes qui existent sur la prévention aujourd'hui, mais qui ne font pas forcément sens au regard du contexte de vie des personnes qui sont notamment les plus précaires. Et ça nous a paru important de nous centrer sur leurs besoins à elles et donc d'articuler les savoirs expérientiels que ces personnes ont au savoir de la recherche, c'est-à-dire aux connaissances qu'on a sur l'épidémiologie, combien il y a de cancers, pourquoi, comment, etc. Et puis, au-delà d'une approche individuelle, parce qu'en fait, on a parlé de la littératie en santé, évidemment, il y a des capacités individuelles pour comprendre et traiter l'information. Mais en fait, au-delà de ces capacités individuelles, il nous a semblé qu'il ne fallait pas faire peser toute la responsabilité sur l'individu, mais aussi sur notre organisation. C'est-à-dire comment est-ce que notre organisation de santé, de prévention, elle prend en compte le niveau de littératie de ses usagers et elle améliore sa lisibilité. Comment est-ce qu'on fait pour être bien compréhensible? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à bien expliciter les choses et permettre en fait que les personnes puissent agir dans une optique d'empowerment finalement. Donc l'idée de notre recherche participative, c'était justement de ne pas uniquement questionner des patients ou différentes personnes qui étaient parties prenantes pour avoir des données sur l'une ou l'autre des questions posées, mais vraiment de construire la recherche ensemble. Et donc de bénéficier finalement de connaissances de tous pour renforcer l'empowerment et pour prendre en compte les besoins des personnes correctement et surtout au plus près de leurs préoccupations. Donc, on a décidé de faire une collaboration avec différentes parties prenantes que je vais vous présenter. Donc, déjà, il y avait Promotion Santé Île-de-France, Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, excusez-moi. Moi, je viens de l'Île-de-France, donc j'ai un petit bug. Pourquoi Promo Santé? Parce que, en fait, c'est une association qui a vraiment une expertise sur tout ce qui est action pour améliorer la santé, pour lutter contre les inégalités sociales de santé, et puis sur la prévention et la promotion de la santé, avec un vrai ancrage territorial. Donc, ils mènent énormément de projets de terrain. Ils sont beaucoup ressources, accompagnants pour les professionnels, mais aussi pour les acteurs de terrain. Ils font beaucoup d'accompagnement aussi par rapport à des ressources en ligne, à des accompagnements documentaires. Et surtout en Auvergne-Rhône-Alpes, ils ont un réseau addicto qui est très, très ancré. Ils ont un centre de ressources illettrisme et ils sont très, déjà concernés par la question de la littératie en santé. Et puis, il y avait le LEPS, donc le Laboratoire Éducation et Promotion de la Santé, qui est vraiment un laboratoire de recherche universitaire pluridisciplinaire qui articule la santé publique, les sciences infirmières, mais aussi les sciences de l'éducation, et qui a une chaire d'engagement patient. Donc, qui travaille sur tout ce qui est soutenir le pouvoir d'agir, et notamment autour de recherche participative. L'objectif, c'est vraiment de soutenir les pouvoirs d'agir individuels, mais aussi collectifs et organisationnels. Donc, à ces deux institutions, qui se sont mises en lien. Donc, Chloé, qui est présente aujourd'hui, qui travaillait à l'époque à Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et puis le LEPS, dans lequel je travaille, on a commencé à réfléchir ensemble à monter un projet, et ce projet s'est articulé autour de la constitution d'une équipe collaborative de recherche qui comporte donc 13 co-chercheurs qui sont issus autant du niveau du secteur social, du secteur de la santé et du secteur
enfin pas du secteur, d'ailleurs c'est pas un secteur, mais en tout cas de personnes concernées parce que concernées par un parcours de patients ou d'anciens patients ou bénévoles dans des associations en lien avec le cancer. Donc finalement, on a vraiment constitué cette équipe pour mettre autour de la table toutes les personnes qui étaient concernées par ce sujet du cancer ORL. Et s'il a fallu initialement initier ce travail pour obtenir un financement, ce qu'on a souhaité faire, donc dans le quoi, c'était vraiment créer un projet de recherche complet, co-construit. Donc en fait, on a défini ensemble une question de recherche qui était la suivante: comment créer des environnements plus favorables à la prévention des cancers ORL à destination des publics les plus vulnérables, avec pour objectif principal d'identifier les besoins en prévention pour améliorer les parcours des personnes à risque de développer un cancer. Et puis, on a pour cela mené une recherche participative qualitative exploratoire. Donc là, j'utilise beaucoup de mots de la recherche, mais pour expliciter un petit peu la méthode qu'on a adoptée. Et on a, pour répondre à cette question, mené des entretiens auprès de personnes qui avaient eu un cancer ORL et qui consommaient du tabac et de l'alcool. Alors aujourd'hui, je ne vais pas m'attacher sur les résultats à proprement parler de cette recherche parce qu'on va avoir d'autres canaux de communication de ce qu'ont donné finalement nos entretiens pour mieux comprendre les besoins en prévention des personnes. Mais je vais m'attacher maintenant un peu plus sur le comment, c'est-à-dire comment est-ce que notre équipe collaborative de recherche a mené cette recherche, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce que ça nous a apporté en termes de défis et de leviers. Alors comment ? En fait, l'étude Licorne, elle a débuté en mars 2023 sur une première rencontre entre différentes personnes concernées. On était à peu près 25 pour réfléchir à ce sujet. On était autant issus donc du secteur du soin, donc il y avait pas mal de soignants, que ce soit hospitaliers, que ce soit des soins primaires, donc des médecins généralistes, des gens qui étaient intégrés dans des maisons de santé, dans des communautés professionnelles de territoire. Que des personnes intervenant sur la prévention. Donc évidemment avec Promo Santé qui était présent avec des chargés de recherche, des chargés de projets de prévention, des collègues très intégrés au sein du territoire. Mais on avait aussi invité donc, des associations, que ce soit des associations qui travaillent autour du cancer, mais aussi des associations qu'on appelle un peu plus associations accueil bas seuil, c'est-à-dire des associations qui visent à accueillir des personnes en situation de précarité, que ce soit pour un café, une aide alimentaire, une aide sur des démarches administratives, du retour à l'emploi, mais aussi tout simplement juste un accueil et des lieux d'accueil et de discussion. Donc, on a intégré un petit peu toutes ces personnes autour de cette première rencontre pour discuter de qu'est-ce qu'on avait envie de faire sur ce projet Licorne. Quand je dis qu'est-ce qu'on avait envie de faire, c'est collectivement, qu'est-ce que les gens trouvaient intéressant, etc. Et ça nous a amené en fait à ce que je vous ai présenté, donc décrire la problématique, la question de recherche, les objectifs, la méthode. En fait, tout a été réfléchi ensemble une fois qu'on a constitué l'équipe. Donc, la première rencontre, c'était vraiment qui a envie de s'investir, qu'est-ce qu'on veut en faire. Et puis après, on a constitué une équipe qu'on a gardée pendant finalement 1 an et demi, quasi 2 ans même aujourd'hui, pour réfléchir à ce sujet et pour travailler ensemble. Comment on a travaillé ensemble? En fait, on s'est rencontrer à chaque fois pour discuter du sujet et pour décider de toutes les étapes de cette recherche et progressivement en fait se former à la recherche en même temps qu'on décidait de ce qu'on souhaitait faire. Pourquoi? Parce que dans une équipe de co-chercheurs, finalement, on est tous chercheurs, mais on n'a pas tous le même bagage en amont. Chacun arrive avec aussi son expérience et c'est ça qui est intéressant et qu'on recherchait. Mais il a fallu forcément monter en compétences collectivement sur comment on mène un projet de recherche. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a été fait en commun, tous ensemble, et on a avancé ensemble pour arriver à, mener ces étapes qui sont des étapes un petit peu impératives dans un projet. Aujourd'hui, en fait, on en est où par rapport à ce que nous a apporté ce projet Licorne en termes d'apport aux co-chercheurs? J'entends pas en termes de résultats de la recherche, mais vraiment, qu'est-ce que ça nous a apporté de mener cette recherche participative ensemble?
Donc, on a identifié 2 éléments qui étaient des éléments clés en fait sur notre participation en recherche. La première, c'était vraiment les éléments de la participation avec des défis qu'on a rencontrés, notamment comment créer un groupe de co-chercheurs, comment rassembler, comment mobiliser les gens autour d'un sujet commun, oui, mais avec des contraintes et finalement des objectifs ou des enjeux un peu personnels aussi au sein de ce projet commun. Donc, pour qu'on arrive comment dire, à identifier un petit peu les éléments clés pour la création de ce groupe et que ce groupe fasse sens et non pas juste rassembler des gens, mais créer vraiment une émulation au terme de ce groupe. On a activé aussi des leviers et notamment les leviers des séminaires en présentiel et des premiers temps de notre recherche qui ont visé plus à apprendre à se connaître et à créer une dynamique de groupe qu'à vraiment se mettre dans le vif du sujet de comment est-ce que on mène la recherche ensemble. On a souhaité avoir une représentation de toutes les personnes concernées par la thématique. Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. On avait au sein de notre équipe voilà, des chercheurs académiques, j'entends, des professionnels de santé, infirmiers, médecins de prévention, addictologues. On avait des patients, donc des personnes qui avaient qui avaient eu ou qui avaient encore un cancer ORL, des personnes issues d'associations et des personnes qui avaient aussi, on avait un médiateur santé qui avait lui aussi une expérience de personnes concernées par des difficultés aussi en termes de vie dans une situation de précarité. Toutes ces personnes concernées, en fait, c'est un vrai défi finalement, non seulement d'avoir une représentation de toutes les personnes concernées, et je reviendrai un petit peu dans les limites après, mais aussi de comment est-ce qu'on fait en sorte que toutes ces personnes qui ont des raisons de participation qui peuvent leur être propres, qui ont des enjeux d'objectifs qui peuvent être un peu personnels, se regroupent, se fédèrent autour d'objectifs communs. Et ça a vraiment été quelque chose qu'on a travaillé ensemble. Comment est-ce qu'on crée un objectif commun qui permettait d'avancer ensemble tout en venant de différentes expériences. Et puis, il y avait aussi un défi rencontré, c'est celui de l'engagement, d'un engagement pérenne, d'un engagement assez long, notamment quand on avait des personnes qui pouvaient aussi être concernées par la maladie. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à s'engager sur un temps long, parce que la recherche participative, c'est un temps long. Et un des défis rencontrés a été l'engagement pérenne, et notamment, alors la première année sans aucune difficulté, mais sur la deuxième année, ça a été beaucoup plus complexe d'arriver à s'engager. Et un des leviers qu'on a activé, c'était aussi peut-être le dédommagement, donc le fait de payer la participation, enfin en tout cas dédommager pour la participation. Et puis, au-delà du dédommagement financier, c'était aussi peut-être qu'est-ce que chacun y venait chercher pour envisager et ouvrir des perspectives pour arriver à poursuivre l'engagement de chacun. Un deuxième élément qu'on a identifié, qui était vraiment un élément clé, c'était créer de l'horizontalité au sein vraiment de notre équipe collaborative de recherche. Alors ça, on a rencontré plusieurs défis déjà pour prendre en compte et articuler les différentes logiques et les différents savoirs. Donc chacun arrivait avec un petit peu son bagage, son parcours, des savoirs qui pouvaient être académiques, qui pouvaient être des savoirs professionnels, des savoirs d'expérience, des savoirs personnels par rapport à un vécu. Chacun avait le sien, et en fait, comment arriver à articuler toutes ces différentes logiques qu'on pouvait avoir les uns les autres et les différents savoirs. Et en même temps, c'est ce qu'on recherchait dans l'équipe collaborative, hein. C'était vraiment d'arriver à avoir cet échange-là et cette confrontation de ces différentes logiques et de ces différents savoirs. Un des leviers qu'on a activé, c'était vraiment le fait de prendre le temps. Alors oui, ça a duré longtemps, notre recherche licorne, et ça pouvait avoir quelque part ses désavantages, mais le fait de prendre le temps a permis vraiment à chacun d'être dans une certaine attitude et une remise en question aussi qui permettait d'accueillir tout ce qui était prise de position qui pouvait être différente de ce que soi-même on avait envisagé.
Et la richesse est ressortie aussi de ça, en fait, de cette capacité à se remettre en question, à avoir une attitude d'ouverture de la part de tous pour accueillir et articuler les différents savoirs et les différentes logiques. Il y avait un autre défi qui avait été celui de l'hétérogénéité des connaissances liées à la recherche. Effectivement, on ne venait pas tous on n'avait pas tous les mêmes connaissances et on a dû tous monter en compétence sur cette question-là. Et pour ça, il y a vraiment une question de permettre des allers-retours. Et quand je dis de la part de tous, c'est aussi, même quand on a un bagage de chercheur académique, alors pour le coup, moi j'étais doctorante, donc j'étais un bébé chercheur, donc avec plein de choses à apprendre, mais pour nos chercheurs seniors qui étaient aussi intégrés au projet, il y a eu vraiment aussi des allers-retours et des remises en question qui étaient très très importantes entre justement comment on fait pour articuler cette recherche participative à l'aune de ce que chacun va apporter et pour se mettre dans une situation où tout le monde est en capacité de partager, de dire les choses, de donner son avis. Et il nous a fallu beaucoup d'allers-retours, en fait, finalement, pour arriver à réfléchir ensemble sur le sujet. Ensuite, on a eu un des défis qui était celui d'adopter un langage commun. Et ça, je souris en y pensant parce qu'en fait, on a souvent eu des différentes personnes qui au sein de l'équipe, nous disaient attendez, là, il y a trop d'acronymes, est-ce qu'on peut redéfinir telle chose? Est-ce qu'on peut… Et ça nous a permis aussi de beaucoup vulgariser, de se mettre d'accord sur les termes, de définir ce que voulait dire chaque terme. Et ça a été vraiment important pour qu'on puisse communiquer efficacement finalement. Et également s'assurer de la parole de chacun pour que chacun puisse se sentir en confiance et envie en fait de prendre la parole. Adopter un langage commun, ça a été absolument indispensable. Enfin, on a eu des défis sur le qui fait quoi quelque part, comment on définit les rôles. Qui fait quoi? C'est-à-dire, je l'ai évoqué, on a décidé de mener cette recherche ensemble. Ça ne veut pas dire que tout le monde a tout fait, mais en tout cas, tout le monde avait la possibilité de tout faire. Et comment est-ce qu'on a fait pour que tout le monde ait la possibilité de tout faire? Déjà, on a réfléchi ensemble sur les envies de chacun. Et puis, on s'est formé, on a formé, on s'est formé, on s'est informé. Et ensemble, on a avancé comme ça, par exemple, sur comment on crée un outil de recherche. Donc là, en l'occurrence, nous, c'était un guide d'entretien, étant donné qu'on avait choisi de faire des entretiens. Comment on crée un guide d'entretien? Comment on fait pour identifier les questions posées? Comment on pose les questions? Quel langage on adopte? Tout ça, c'était hyper important de pouvoir avoir l'avis de toutes les parties prenantes et donc de tous les co-chercheurs pour savoir comment poser des questions. Et finalement, c'est là aussi qu'on a vu la richesse de l'intérêt de la participation de chacun. C'était pour certaines questions, par exemple, qui paraissaient un petit peu rudes à poser. Certains avaient des réticences en disant est-ce qu'on peut vraiment poser cette question comme ça? Et je me souviens d'un de nos co-chercheurs qui est patient, qui nous a dit si, moi ça pose aucun problème, je pense qu'on peut tout à fait poser la question comme ça, alors qu'il pouvait y avoir des réticences de certains co-chercheurs soignants qui disaient est-ce que là ça va pas être mal interprété? Enfin voilà, donc tout ça a fait qu'on a vraiment eu une plus-value de la part de chacun sur comment on arrivait à construire ensemble. Et sur le qui fait quoi, encore une fois, on a aussi laissé à chacun la possibilité de participer ou pas en fonction de leur envie. Et par exemple, pour mener des entretiens, on a beaucoup de co-chercheurs qui ont souhaité le faire, même s'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Et donc, pour se former à ça, on a fait ensemble des entretiens en simulation pour s'entraîner. Qu'on a débriefé ensemble après, qu'est-ce qui convenait, qu'est-ce qui ne convenait pas, comment on se positionnait, quelle était la posture à adapter, quels étaient les éléments de langage qu'on pouvait émettre, etc. Et pour ensuite faire des binômes. Et donc, on a fait des binômes de co-chercheurs pour mener ces entretiens quand on était à la phase de recueil de données. Donc, ce sont deux exemples que je donne, mais pour un petit peu imager un peu les éléments qui nous ont intéressés
et qui ont été aussi source de prise de décision collective sur les éléments qu'on pouvait évoquer. Et ça, les leviers qu'on a activés, c'était peut-être plutôt d'arriver à définir les rôles, de créer des espaces de questionnement. Ça, c'était vraiment important qu'on puisse se questionner et parfois se re-questionner aussi. On avait avancé sur certaines choses, mais en fait, ça a été remis en question parce qu'on n'était pas finalement très au fait, très au clair. On a créé aussi des espèces de réflexivité et ces temps en collectif qu'on a menés en présentiel sur nos séminaires étaient vraiment intéressants et créer aussi des présentations et des actions à plusieurs voix pour pouvoir avancer sur ce qui nous permettait en fait finalement d'avoir une horizontalité entre les différents co-chercheurs. Je peux ajouter deux, trois petites choses, Juliette, éventuellement? Oui, oui, tout à fait, Chloé, vas-y. Donc, Chloé qui était aussi partie prenante de notre recherche en tant que co-chercheuse. Oui, carrément. C'est pour dire que on avait vraiment fait attention aussi à ce que ça se passe en présentiel. Et ça, quand on leur avait demandé, on leur avait proposé ça au départ. Et c'est vrai que c'est une modalité qui a été vraiment retenue comme la modalité principale et la plus satisfaisante pour tout le monde. Il y a eu quelques points en visio, mais finalement très peu. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses en visio. On voit que le présentiel a été hyper important et on en profitait pour partager des repas et on avait mis ça dans le financement et c'était vraiment important, je crois, aussi pour parce que finalement, ça crée du lien aussi au-delà de l'objet du projet. Et c'est ce qui fait aussi que je crois que les uns et les autres ont trouvé un intérêt parce que en fait, ils ont trouvé du sens aussi à rencontrer des gens nouveaux et intéressants dans leur quotidien, quoi. Ça fait partie des espaces d'intéressement, en tout cas des co-chercheurs. Enfin, je pense que tu peux valider ça, Juliette. Et puis, dans la question aussi des allers-retours sur qu'est-ce qu'on met dans le côté montée en compétences et qu'est-ce qu'on se dit que finalement, c'est pas forcément très intéressant enfin, j'aurais dire, il y a ce qu'on met dans le pot commun, dans les compétences qu'on peut acquérir, et puis il y a des choses qui sont quand même des compétences métiers, où je crois on pourrait un peu statuer sur qu'est-ce qui est compétences métiers chercheurs ou compétences métiers des acteurs de terrain et qu'est-ce qui est compétences qu'on peut mettre dans la recherche collaborative. Je pense par exemple au hasard à la rédaction du protocole de recherche pour le comité d'éthique, où on a tous battu en retraite, on a dit Juliette, s'il te plaît, tu peux le faire. Et on l'a relu en disant oui, bah c'est bien que ce soit toi qui t'en sois occupé. Mais typiquement, on n'allait pas faire monter en compétence tout le monde, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et puis même, il y a eu cet aller-retour aussi sur l'analyse des entretiens, où on voulait à un moment donné, on est parti sur une démarche où on s'était dit qu'on allait vraiment, que tout le monde allait lire les entretiens, identifier quels étaient les points qui bloquaient, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ça demandait trop de temps aussi par rapport aux possibilités d'implication des uns et des autres, et que là, c'était intéressant de procéder plus par, voilà, par quelqu'un qui fait un peu le travail de fond, qu'on a déjà les compétences en métier, et qui se sert plutôt du groupe comme d'un groupe miroir pour réagir en fait aux propositions. Donc, on voit qu'en fait, il y a plusieurs places possibles tout au long de la démarche collaborative. Et voilà, donc là, c'est une forme de négociation où on tire un certain nombre d'enseignements, où je pense qu'effectivement, on ne fait pas tout en commun, mais qu'il y a des compétences métiers chercheurs qui sont quand même intéressantes, et puis des compétences métiers aussi de terrain pour les acteurs de terrain. Et ça, c'était quand même vraiment chouette aussi de voir que on a tiré quand même un certain nombre d'enseignements aussi de ça, quoi. Mm. Oui, tout à fait. Merci Chloé pour ce partage. Oui, effectivement, après définir les rôles, c'est aussi questionner comment est-ce que ensemble on valide certaines prises de décision. Et ça ne veut pas dire que tout le monde fait tout en fonction aussi de l'appétence de chacun et ce que tu appelles les compétences métiers, Chloé. Effectivement, en tout cas, peut-être des éléments qui sont plus simples pour certains que pour d'autres en fonction des sujets. Par contre, ce qui était important, et qu'on a maintenu, même si certains étaient plus en avant sur certains éléments à différentes étapes, c'était de pouvoir revenir sur ce qui avait été fait pour en discuter collectivement et valider les éléments à plusieurs voix. Donc, par exemple, pour le protocole du comité éthique, effectivement, la rédaction, c'est plutôt moi qui m'en suis occupée, mais en tenant compte des éléments discutés en équipe. Et puis, ça a été relu par les co-chercheurs qui ont proposé éventuellement quelques modifications dont
on a tenu compte avant de donner, de soumettre au comité éthique. Bon, enfin, voilà, pour imaginer un petit peu, effectivement, il y avait cette question. L'horizontalité ne veut pas dire la parfaite égalité du travail en termes de tout le monde fait tout à parts égales, mais plutôt comment est-ce qu'on s'assure de bien prendre en compte les avis aussi de chacun et de faire voilà, ces allers-retours pour qu'on puisse ensemble en discuter et être d'accord sur le sujet. Voilà un petit peu les éléments qui nous avaient paru vraiment importants dans comment est-ce qu'on créait de l'horizontalité, quels étaient les éléments qui étaient ressortis de notre recherche. Et en fait, il y a beaucoup de perspectives qui ont émergé, quelques-unes que je vais évoquer. Alors, premièrement, peut-être des éléments, et c'est un petit peu des questions qu'on se pose encore à l'issue de ce projet de recherche collaborative. C'est peut-être quels critères de scientificité privilégier dans les recherches participatives. Finalement, est-ce que la validité de la recherche, elle va être aussi articulée sur est-ce qu'on a respecté des éléments de l'ordre du respect des valeurs de pilotage pluriel, du respect des rapports sociaux qu'on a eus entre nous, avec un équilibre entre les rapports qu'il y a pu y avoir au sein de l'équipe, avec des éléments de l'ordre d'une pertinence sociale, mais aussi des éléments de comment est-ce que cette recherche a permis de transformer les personnes qui ont participé et toutes les personnes qui ont participé. Et puis peut-être aussi, alors même qu'on voit qu'on voit de manière indéniable un intérêt à développer des projets de recherche avec les parties prenantes, finalement, la représentation et la mobilisation de toutes les personnes concernées, elle n'est pas simple. Et ça ouvre encore quand même des perspectives sur comment on peut mobiliser les personnes. Alors nous, on a évoqué quelques leviers, mais ça nécessite encore probablement des recherches sur le sujet. Comment est-ce qu'on peut mobiliser, et notamment comment est-ce qu'on peut mobiliser les personnes les plus précaires, peut-être avec justement cette mobilisation des acteurs de terrain, cette question de la rémunération, peut-être une posture de médiation qui a un peu été abordée et adoptée spontanément par nos co-chercheurs, mais aussi peut-être une question de comment on ajuste la participation aux contraintes de chacun, et ça pourrait être favorable à l'engagement, et notamment l'engagement sur du temps un peu plus long. Mais aussi comment on favorise l'accessibilité et l'implication effective des personnes dans les recherches, avec la question de la littératie en santé qui pourrait être questionnée de manière un peu plus approfondie, et puis d'aller finalement questionner aussi la contribution de chacun et l'appropriation des résultats pour aller vers un empowerment de chaque membre de la recherche, et peut-être contribuer, en tout cas, si ce n'est à réduire, mais au moins à ne pas aggraver les injustices épistémiques qu'on rencontre aussi dans la recherche. Voilà pour nos perspectives, en tout cas ce que nous ont suscité ce qu'a suscité comme question notre recherche participative. Et je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour vos questions, et peut-être avec Chloé aussi qui est présente. Merci Juliette et merci Chloé. C'était vraiment très intéressant de redécouvrir le projet Licorne et puis de voir surtout le côté un peu méta, c'est-à-dire comment vous avez fait, comment les personnes concernées ont été impliquées, qu'est-ce que ça veut dire concrètement recherche participative, parce que on connaît, je pense, la plupart ici la recherche participative, mais il y a forcément des variations entre les projets, d'implication, de niveau d'implication, de temps d'organisation. Donc c'est très très intéressant de voir ça. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Dans la salle virtuelle, mais dans la salle quand même. Peut-être une Peut-être petite précision, le temps que Oui, les vas-y, questions Chloé. arrivent. Ah, il y a Béatrice. Ah, bonjour Béatrice. Et peut-être une particularité quand même de cette recherche collaborative par rapport à participative et collaborative par rapport à d'autres recherches, c'est qu'elle impliquait aussi des acteurs. Dans les parties prenantes, il y avait des personnes concernées, mais il y avait aussi les acteurs de terrain. Et c'était aussi comment est-ce qu'on réfléchit dans cet enjeu de littératie organisationnelle, comment on réfléchit à impliquer les gens qui font l'intervention et pas juste les bénéficiaires. Quand je dis juste, c'est déjà pas mal hein, quand on les implique, mais
Mais évidemment, il y a ces acteurs intermédiaires, les parties prenantes du côté de la mise en œuvre des interventions. Comment est-ce qu'on les implique pour que justement ce qu'on est en capacité de penser derrière soit réellement applicable sur le terrain? C'était aussi une particularité, je crois, de cette recherche collaborative. Béatrice. Oui. Oui, merci pour cette belle présentation et un peu état d'avancement de licorne dont on a pas mal parlé au démarrage de concept. Et donc, voilà, je suis ravie d'avoir un peu l'état d'avancement de ce projet qui me semble particulièrement important puisqu'on est dans dans un contexte où en fait la littératie individuelle, puisqu'on parle surtout de la compétence des individus, est challengée et mise à l'épreuve par la complexité des systèmes, que ce soit le système de soins et de prise en charge est probablement encore plus complexe pour le système de la prévention, si on pense la prévention populationnelle primordiale, les messages en population, ce qu'on peut proposer aux individus et donc une certaine complexité pour lesquelles on a en fait un écart entre les capacités souvent des individus et communautés, et donc là, ces populations à risque de cancer ORL, et l'intelligibilité du système de santé, et notamment le système de santé qui couvre beaucoup d'autres secteurs que uniquement les soins. Et tout ça dans un contexte aussi d'accélération, je dirais, exponentielle. Pardon. J'ai un gros rhume. Exponentielle des connaissances. Et on focalise finalement sur les compétences individuelles. Or, le développement de la littératie organisationnelle est finalement très complémentaire aux capacités des individus et leur permet aussi d'exercer plus facilement leur littératie de santé si les organisations sont effectivement engagées. Or, cette littératie organisationnelle, finalement, ça reste encore assez marginal dans une implémentation explicite en France et internationalement. Et ce que vous décrivez, les approches participatives là-dedans, sont effectivement une dimension clé d'impliquer les bénéficiaires, mais aussi les professionnels. Et donc, c'était effectivement, merci Chloé pour ces précisions de vos réflexions. Effectivement, le rôle des professionnels, parce que littératie organisationnelle, ça ne fonctionne pas si les professionnels ne sont pas aussi impliqués et les organisations. Et donc, ça m'amène ma question, quel est, je dirais, l'engagement des organisations et comment vous travaillez là-dessus pour permettre effectivement la mise en œuvre de ce qui sortira de ce projet dans les différentes structures concernées par la prévention des cancers ORL, parce que c'est un peu le nerf de la guerre et c'est important d'évoluer, de dézoomer un peu l'approche individuelle et faire un focus sur les engagements organisationnels. Finalement, c'est des leviers assez voilà, distincts ou complémentaires, mais il faut que les organisations s'engagent et ça reste, à mon sens, encore assez marginal. Oui, alors effectivement, hein, la littératie en santé a beaucoup été vue sous le prisme déjà dans un premier temps, la capacité à lire et à écrire, alors que c'est bien plus complexe que ça, Oui. étant donné que
et de capacité à comprendre l'information, à traiter l'information. On est dans un monde où on a de plus en plus accès à des informations, notamment via Internet, mais d'arriver à discerner les informations fiables, d'arriver ensuite à les utiliser pour adopter des comportements pour sa santé, c'est encore autre chose. Et dans un contexte où on est, notamment avec le fait qu'on est beaucoup plus de numérique qu'auparavant, et dans les organisations de nos systèmes aussi, on n'arrive plus aujourd'hui à avoir quelqu'un au téléphone à l'hôpital, par exemple. C'est extrêmement complexe. Il faut prendre rendez-vous sur une plateforme numérique. Bon, tout ça, effectivement, il y a une vraie accessibilité du système et de comment, en tant que professionnel, alors quand je dis professionnel, ce sont tous les professionnels de santé, mais aussi finalement les professionnels acteurs de terrain qui contribuent à vouloir faire passer des messages, le prennent en compte. Et je dirais même sur deux plans. Sur le plan du niveau de littératie des usagers, oui, mais aussi des autres professionnels avec lesquels on travaille. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, est très important parce que souvent, on n'a pas non plus cette réflexion-là. Alors, la question de la littératie en santé organisationnelle, elle est encore, c'est un concept qui est encore assez nouveau et qui n'est pas très stabilisé sur le plan sémantique. On parle d'environnement pro-littératie, de littératie en santé organisationnelle, d'organisation. Bon, c'est pas encore extrêmement stabilisé et pour le coup, il y a en tout cas de plus en plus de travaux qui sont faits, et notamment en France par le réseau Reflis, par exemple, qui, de façon à déjà identifier un petit peu les éléments sur lesquels on pourrait agir en termes d'information. Alors, d'information des professionnels, oui, beaucoup, mais on ne peut pas faire reposer uniquement toute cette question sur la motivation de quelques professionnels qui sont un petit peu déjà au fait du sujet et un petit peu déjà sensibilisés à la question. Et je renverrai finalement peut-être aux travaux de Cindy Brack sur quelles sont les caractéristiques d'une organisation pro-littératie. Elle en avait identifié 10. Bon, la littérature, peut-être vers une réduction de ce nombre de caractéristiques, notamment depuis la revue de littérature qui avait été faite par Bremer et Klockman, et sur lequel on a travaillé aussi avec Licorne pour essayer de poursuivre un peu leur travail. Mais on est vraiment sur une approche très méta, en fait, de comment ça pourrait être pris en compte sur différents niveaux au sein d'une organisation, afin surtout de le pérenniser. Et alors, il y a des éléments qui sont déjà faits. Je pense par exemple à des hôpitaux qui ont revu toute leur signalétique pour arriver à ce que les personnes arrivent à naviguer plus facilement à l'hôpital avec des signalétiques de logos, de couleurs qui permettent d'orienter quand on arrive à l'hôpital et qu'on a besoin de retrouver tel service, tel lieu. Voilà, sur tout ce qui est accessibilité des documents d'information. Et ça peut être tout à fait les acteurs de terrain. Et je pense à Probo Santé Auvergne-Rhône-Alpes a beaucoup fait sur des accessibilités de documents avec une information qui est simplifiée, qui est écrite dans un langage clair, dans lequel on prend autant en compte le fond que la forme, c'est-à-dire le fond avec des informations prioritaires qui sont identifiées, mais aussi la forme avec comment est-ce qu'on fait en sorte que, ne serait-ce que sur des éléments de contraste, ce soit plus lisible, qu'il n'y ait pas trop de couleurs pour que les personnes puissent arriver à identifier d'une manière un peu plus facile les informations clés, avec une manière de présenter, avec des polices adaptées aussi aux personnes qui peuvent avoir des handicaps style 10 qui peuvent altérer un petit, enfin pas altérer, mais en tout cas qui peuvent engendrer une difficulté de littératie. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'axes sur lesquels on peut agir et certains qui sont déjà beaucoup pris en compte, mais peut-être que ce qui relève plus de l'aspect littératie en santé organisationnelle, ce serait le fait de formaliser un petit peu tout ça pour que ça soit plus pérenne en fait et pas dépendant voilà, encore une fois, d'initiatives un peu plus individuelles. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je vois Chloé peut-être. Oui, je peux compléter un petit peu. Quand même, dans ce qu'on a compris aussi dans cette recherche, parce qu'évidemment, le cancer ORL, c'est quand même un cancer qui touche beaucoup aussi des populations assez défavorisées.
et que c'est en particulier pour elles d'ailleurs qu'on a un problème de survie en fait, hein, du coup on avait quand même, enfin c'est un cancer éminemment inégalité sociale de santé, le cancer ORL. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'avait choisi à la base pour essayer de travailler là-dessus. Mais la mise en œuvre elle-même de la recherche elle-même montre aussi la difficulté d'aller toucher ces populations-là. On a finalement, dans les gens qu'on a interrogés, on n'a pas trouvé dans notre cible des gens qui étaient vraiment en dehors des systèmes, on va dire, captés par les systèmes de prévention et de soins. Ça a tenu, je pense, beaucoup dans les modes de recrutement. On avait beau dire aux médecins qu'on voulait tout le monde, ils avaient énormément de monde sous la main, ils nous ont envoyé des gens qui étaient en capacité de nous parler. Et ça, c'est déjà un premier biais qui est vraiment difficile à dépasser. C'est-à-dire qu'on est tributaire des gens qu'on nous envoie. On leur dit non, mais envoyez-nous tout le monde, même si c'est difficile, on ira aller voir, on prendra le temps, etc. Mais il y a un tri qui se fait dans le recrutement qui est du coup difficile à dépasser. Et puis on a fini par se dire bon bah peut-être qu'il faut aller au-delà parce qu'on n'arrive pas à toucher, parce que les gens finalement qu'on a interrogés, qui étaient même dans les plus en difficulté, à partir du moment où ils étaient quand même un petit peu impliqués dans le système, ça marche plutôt bien. La prise en charge, l'orientation, à partir du moment où le médecin traitant est saisi, le système, on avait choisi de travailler sur un territoire, hein, donc on ne peut pas parler sur tous les territoires, mais en tout cas sur ce territoire-là pour voir l'organisation des différents acteurs. Pour les gens qui sont relativement insérés socialement, ça marchait plutôt bien. Le problème, c'était tous les autres qu'on n'arrivait pas à trouver parce qu'ils étaient morts. Enfin, je veux dire, on est allé dans les structures bas seuil, ils nous ont dit on ne peut pas vous envoyer des gens parce qu'en fait, les gens qui ont eu des cancers ORL, ils sont pas revenus nous voir derrière, ils n'existent plus. C'est terrible hein, comme constat, mais il y a eu vraiment ce côté de la difficulté d'aller toucher les personnes les plus en difficulté, pas forcément dans la recherche collaborative, mais au moins pour les interroger, comprendre ce qui se passe pour eux, quoi. Donc on a fini par faire des enquêtes un peu plus ethnographiques à la fin, en allant chercher dans les endroits de consommation, dans les bars de quartier, un peu les personnes, et c'est là qu'on se rend compte toute la difficulté de trouver comment on peut, pas forcément, c'est pas forcément un problème de compréhension du système, c'est une difficulté de mobilisation du côté de comment moi, dans la situation de précarité dans laquelle je suis au jour le jour, je vais commencer à me préoccuper de ma propre santé. Et c'est ça l'endroit qui est vraiment difficile à déclencher en fait dans notre affaire. On en est resté un peu là dans les enjeux quoi. C'est ça la difficulté, elle est là. C'est la littératie aussi du côté de, on va dire même la step d'avant, c'est comment est-ce qu'on arrive à les engager à se mobiliser pour leur propre santé. C'est ça. Ouais. Et Merci pour ces réponses, parce que ça, effectivement, ça met le doigt sur la problématique. À plus forte raison qu'on n'est pas, on est dans une temporalité qui est très courte et que de travailler avec ces patients qui sont, comme tu le soulignes, vulnérables, et déjà en difficulté par rapport souvent beaucoup de dimensions de la vie. Et ils arrivent là avec une lésion précancéreuse. Et je pense que ça doit être un focus aussi, les gens qui ont des lésions précancéreuses, dont on pourrait faire aisément une exérèse avant que ça devienne un cancer très invasif. L'enjeu qu'on n'arrive pas à joindre tous ces gens-là. Et ça met, je trouve que vos réponses à toutes les deux met vraiment l'accent sur cet engagement organisationnel, que ça soit très lisible, le système, et que parfois, je trouve que c'est un très bon exemple. Ces patients ORL, déjà trouver la porte d'entrée n'est pas évident. Et donc, même si derrière la porte d'entrée, on fera un effort sur la littératie, s'ils ne sont pas en mesure de trouver le porte d'entrée dans le système, face à une lésion ou un cancer, on a des pertes de chance qui sont bien documentées. Non. Et dans ces populations qui arrivent à des stades souvent très avancés, or ça fait depuis plusieurs années qu'ils se baladent avec des lésions un peu louches, un peu pas bien, et comme ils ne vont pas chez le dentiste non plus, et puis lui, il n'est pas à regarder. Et donc, ça s'accumule. Et donc, la problématique, on ne peut pas
attendre tous ces gens-là pour travailler sur leur littératie individuelle. Donc, il faudra bien que la porte d'entrée soit bien visible et sur la porte d'entrée est marqué comment on peut naviguer et ça ne peut se faire qu'avec un engagement organisationnel et engagement organisationnel veut dire aussi organisation, c'est les personnes qui travaillent dans les organisations, mais de créer quelque chose de pérenne et quand les prochains patients arrivent, que ça soit en place et pas à refaire à chaque fois. Absolument. Et Lisa, je crois que j'avais une question, hein. Oui, c'est ça. Merci pour cette présentation riche et inspirante. Comment s'est faite la valorisation, reconnaissance de la place des co-chercheurs avec un savoir d'expérience? Et cela a-t-il été budgété dans le projet? Cela a-t-il fait partie des discussions en amont du projet? Tu avais parlé des dédommagements, mais c'est intéressant d'avoir ces précisions-là. Oui, alors la valorisation du projet a été sur des communications qu'on a pu faire. Donc là, il pouvait y avoir des participations effectivement de tous les co-chercheurs, quelle que soit en fait son expérience. C'était plutôt sur la base du volontariat de qui a envie de participer, etc. Mais on a eu une vraie appropriation par certains co-chercheurs qui derrière en ont fait quelque chose de plus individuel. C'est-à-dire, je pense par exemple à un des co-chercheurs qui s'est beaucoup intéressé après avoir commencé à participer à l'IA et qui commence un master finalement parce qu'il a envie de creuser ces sujets de la recherche et l'IA, etc. Enfin, et la genèse un petit peu de la réflexion vient du projet Licorne. Un autre co-chercheur qui s'est beaucoup investi dans une association de retour à l'emploi en disant, en fait, ça, je pense que pour moi, ça m'a parlé tout ça, c'est ce qu'il nous a dit, hein, et je ne veux pas travestir ses propos, mais moi, ça m'a parlé de me dire qu'en fait, ces personnes peuvent être très éloignées et que finalement, la réinsertion, ça peut aussi passer par là. Et donc, aujourd'hui, moi, je vais être bénévole dans cette association. Et pour la valorisation à proprement parler, alors, il n'y avait pas de valorisation de paiement. On n'avait pas budgété ça. Ce qui était budgété pour nous, c'était un remboursement des frais pour que les gens ne soient pas payés pour leur participation. Ce n'était pas budgété dans notre financement. Mais par contre, au moins que ça ne leur coûte rien de se déplacer, de venir et de participer, que ce soit au séminaire, mais aussi aux entretiens qu'on a pu mener parce qu'on s'est beaucoup déplacé sur les terrains pour s'adapter aux personnes qu'on a interviewées. Et donc, là, il y avait ça. Mais effectivement, je pense que c'est quelque chose qui aurait, si c'était à refaire, je pense qu'il aurait fallu prévoir probablement une rémunération pour garantir l'engagement, parce que même en fait pour les professionnels qui étaient co-chercheurs, en fait c'était pas forcément toujours compris par leur hiérarchie qui participe à ce projet de recherche, c'était pas forcément valorisé, donc ils étaient plus ou moins disponibles. On a en fait cette problématique, elle était pour tous les co-chercheurs, qui soient professionnels, qui soient patients, enfin voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui aurait pu être amélioré par le fait de prévoir un dédommagement, un vrai dédommagement de leur temps de présence pour la recherche. Peut-être juste un tout petit complément. Il me semble qu'on a signé aussi 2 conventions pour justement les structures des professionnels qui étaient mis à disposition pour expliquer ce qui valorisait aussi pour eux en interne le fait qu'ils participaient à une recherche et qui était aussi justement quelque chose qui leur permettait aussi d'avoir une forme de reconnaissance sur les compétences qu'ils étaient en train d'acquérir aussi au sein de ce dispositif. Et notamment, justement, pour celui qui ensuite en fait quelque chose du côté de l'IA, c'est quand même quelque chose qui, à un moment donné, institutionnellement, il est reconnu qu'il est sous convention pour participer à une recherche participative. C'est pas rien, en fait, hein, c'était quelque chose aussi qui permettait de libérer un peu de temps. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps au regard d'un budget. On n'avait absolument pas les moyens dans le budget qu'on proposait à la base de mettre des rémunérations. On y avait pensé, hein, mais on n'avait pas du tout les moyens de mettre un budget de rémunération des personnes participantes. Et en plus, finalement, on a eu 18 séminaires de travail. On n'aurait jamais pu le faire. Donc, effectivement, ça repose en partie sur l'envie de contribuer aussi à faire avancer la recherche. Mais c'est là aussi où il faut, je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, Juliette, avec le recul, mais il faut réussir effectivement à dimensionner les choses pour que ça ne s'étale pas trop dans le temps. On a vraiment eu des difficultés de recrutement, ça nous a un peu plombé ça sur la dynamique
la dynamique, parce que justement, on visait aussi des personnes en difficulté et c'était vraiment pas facile, quoi. Et ça a été difficile parce que on devrait avoir, avec la démarche qu'on a mis en place, beaucoup plus d'entretien au regard des efforts déployés. Et c'est vraiment dommage que ça n'ait pas fonctionné de ce côté-là. Il y a eu quand même voilà, une difficulté, je pense aussi, du côté des professionnels de ce secteur-là à libérer du temps parce que débordé aussi, hein. C'est la question qui se pose un peu en transversale. Mm. Et il y a peut-être une dernière question que vous aviez soulevée dans la présentation. Alors, je me la suis écrite pour ne pas l'oublier. Quand vous parlez de la validité de la recherche, quels critères de scientificité privilégier dans les recherches participatives? Si tu veux juste en dire quelques mots, Juliette, sur cette validité de la recherche par rapport à ça. Oui, alors, enfin, ce serait finalement peut-être plus une question qu'on peut se poser, mais c'est le fait aussi de pouvoir justement avoir un petit peu plus des préoccupations qui sont un peu humanistes sur la recherche participative. Finalement, est-ce qu'une recherche participative qui est de bonne qualité serait aussi une recherche dans laquelle on entrevoit des rapports qui sont plus égaux entre les différentes parties prenantes? Est-ce qu'il y aurait une meilleure pertinence sociale de la recherche par justement la préoccupation d'avis différents en fait sur le sujet. Je donne un exemple peut-être. Chloé, quand tu évoquais le fait d'être allée voir en fait des personnes dans des bars tabac, donc des personnes consommatrices, on s'est rendu compte aussi que les préoccupations des chercheurs sur le sujet ne rejoignaient pas forcément la préoccupation des personnes concernées. Et là, en fait, quelle pertinence ça pourrait avoir si finalement les préoccupations des chercheurs ne sont pas les préoccupations des usagers? Comment les faire se rencontrer de façon à ce qu'il y ait une vraie utilité sociale de la recherche, en fait, finalement, en plus de la mise en œuvre, qui est aussi hyper importante, hein, Chloé, tu l'as évoqué. Mais finalement, est-ce que la recherche participative transforme aussi les participants à cette recherche? Et quand je dis les participants, c'est les personnes qui participent, donc les co-chercheurs. Mais comment est-ce que les chercheurs eux-mêmes et peut-être même les chercheurs académiques sont transformés pour aller vers une évolution aussi de la manière de mener la recherche? Enfin, c'était peut-être un petit peu tout ça qui était un petit peu dans cette question-là. Merci beaucoup, Juliette. Si on n'a pas d'autres questions, comme je vois qu'on a atteint la fin de la réunion, on va peut-être clore. Donc, c'était Il y vraiment avait Shiraz passionnant. quand même qui avait posé Ah, une dernière question. Ouais. je ne l'ai pas vu. La formation des C'est parties où? prenantes. Ah, ça y est, c'est arrivé, pardon. Il y a une deuxième. Merci pour Oui. cette présentation complète et inspirante. Lors de la présentation, vous avez évoqué la formation des parties prenantes. Pourriez-vous en dire plus? Aussi concrètement, quelles ont été les actions prévues pour améliorer la littératie en santé et la population ciblée? Donc, il y a deux grandes questions, en fait. Les formations et puis des actions concrètes. Oui, ça fait deux. Oui, alors, la formation peut-être en premier. Alors, certaines, on s'était renseigné aussi sur d'autres choses qui avaient pu être faites en recherche participative et certains avaient mis en place des projets de formation dont on avait pu prendre connaissance en amont. On n'avait pas mis en place un programme de formation à proprement parler. En fait, là, on a vraiment pris le temps d'évaluer les besoins au fur et à mesure en fonction de ce que les personnes nous disaient et de se renseigner ensemble, se former ensemble au fur et à mesure de la recherche en fonction des besoins qui étaient identifiés. Donc, pour ça, en fait, on a vraiment questionné lors de nos séminaires. Voilà, qu'est-ce que le processus de recherche? Poser des questions, qu'est-ce qu'on prépare pour expliciter le processus de la recherche, pour le vulgariser et comment est-ce qu'on, par des échanges, on se forme. J'ai évoqué un petit peu tout à l'heure la formation à mener un entretien de recherche, par exemple. Donc, on avait établi notre guide d'entretien en collectif, puis après, on a mené des entretiens donc, par le biais de simulations. Certains étaient intervieweurs, d'autres interviewés, et ensuite on débriefait ensemble de comment ça s'était passé, qu'est-ce qui avait été pertinent, moins pertinent, comment on pourrait améliorer. Et ces éléments de l'ordre de ces entraînements en simulation ont permis en fait aux différents co-chercheurs de se sentir plus outillés pour pouvoir ensuite aller sur le terrain interviewer notre population cible. Ça, c'était vraiment
de la formation au plus proche des besoins qui ont été identifiés par l'équipe au fur et à mesure. On n'avait pas vraiment de programme préidentifié. Et la deuxième question était plutôt sur la prise en compte de la littératie. Donc, effectivement, hein, on a parlé de la littératie de la population cible. C'est une première chose, mais on a aussi évoqué la prise en compte de la littératie de nous, co-chercheurs. Hein. Comment est-ce qu'on s'adapte à notre propre niveau de littératie à chacun? Et j'en ai parlé un petit peu sur le langage adopté, les différents éléments de vocabulaire qui étaient vraiment très, très importants. Ça, c'était à prendre en compte et ça a été pris en compte surtout par ce côté expliquer, définir les termes, utiliser un langage commun qui convenait à tous et donc faire des temps de pause parfois sur « attendez, là, je ne me souviens plus ce que veut dire telle chose ». Là, quand vous dites ça, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, qu'est-ce qu'on met derrière, etc. Ça, c'était vraiment très important. Et après, notre objectif n'était pas forcément de faire monter en compétence la population cible, donc les personnes à risque de développer des cancers oréales, parce que pour le coup, faire monter en compétence individuelle des personnes sur ces sujets-là, c'est vraiment une intervention à part entière. Hein, mais plutôt j'ai envie de dire sur peut-être une précaution universelle. C'est-à-dire comment est-ce que on essaie de mettre en place quelque chose qui s'adapte en fait à un niveau de littératie qui pourrait être plutôt bas, et puis ensuite au fur et à mesure d'aller apporter les informations nécessaires, mais être peut-être plutôt sur quelque chose d'une précaution universelle prise, en fait, finalement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ce n'est pas des recommandations spécifiques ou des actions spécifiques, mais plus des principes de vigilance qu'on a pu mettre en œuvre, notamment ce que je disais sur la question de la prise en compte des personnes les plus éloignées du système dans les enjeux de production de l'organisation Prolittératie, et puis la prise en compte aussi de l'implication des acteurs sur un territoire donné pour essayer de co-construire quelque chose qui soit adaptable aussi au territoire. On en est là aujourd'hui, on n'a pas encore fait ces recommandations-là parce que justement, il y a des choses qu'on peut faire dans la présentation des résultats, mais l'idée, ce serait justement de co-construire par la suite un programme d'action. En tout cas, la recommandation, elle est là-dessus. Voilà, et plutôt d'un point de Merci. vue personnel que articulé autour du niveau de littératie individuelle des personnes. C'est ça. En tout cas, c'est passionnant. On voit on voit les particularités d'impliquer les professionnels, les personnes concernées, tous les bouts de l'intervention qui sont reliés ensemble. Donc, un grand bravo. On a hâte de voir les résultats aussi. On vous réinvitera. Et merci beaucoup pour tout ça. Et j'en profite pour partager le thème du prochain Meet and Share qui est aussi en lien avec la littératie avec Francis Guillemin qui va parler de comment est-ce qu'on mesure la littératie, comment est-ce qu'on l'applique, la littératie en santé de manière particulière. Donc ce sera le 20 novembre et on sera ravis de vous y retrouver. Donc merci à vous tous et toutes d'avoir assisté encore à ce Meet and Share nombreux et on a hâte de vous retrouver le mois prochain. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup.